Hello tout le monde. Moi c'est Flo Moi c'est Claire. et bienvenue sur Illegally Blondes, la chaîne YouTube où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. Ici on parle notamment de mode, de politique ou encore de pop culture et ça tombe bien parce que tous ces sujets se retrouvent dans le thème de notre deuxième vidéo, Ozempic, bien-être, la culture du régime en France. Oui, parce que malheureusement et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un enjeu qui est encore très fort en 2024 et pas que aux États-Unis ou sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie quotidienne des Français et des Françaises. Donc on va détricoter tout ça, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner et soutenir la chaîne. On va commencer cette vidéo avec le mécanisme le plus insidieux dont on avait envie de vous parler. Parce que quand on y pense, notre titre, il peut étonner. Attendez les filles, on est en 2024, les choses elles ont énormément évolué. On n'est plus comme dans les années 2000 où on avait les magazines People qui faisaient des énormes zooms sur la cellulite des célébrités, les dingueries dans les médias comme Nothing Tastes as Good as Skinny Feels de Kate Moss, les 3250 articles sur tous les nouveaux régimes à la mode. Maintenant, quand un magazine nous dit qu'il faut qu'on maigrisse, bah on s'insurge. Comme par exemple avec le tollé qu'avait provoqué la couverture du magazine Elle en juin 2020 et qui parlait du déconfinement des kilos. Depuis, on a eu le mouvement body positive, les mannequins avant de monter sur les podiums, elles sont censées voir un médecin qui va attester du fait qu'elles ne sont pas en sous-poids. On parle d'inclusivité dans la mode. On est bien maintenant, non ? That's his disagreement squeak. Alors, vous auriez raison de dire que les choses ont un petit peu avancé. La grossophobie et l'incitation décomplexée à maigrir sont quand même moins bien tolérées par une partie de la société parce qu'on a eu le mouvement body positive, fat acceptance, les courants féministes, queer et antivalidistes, en gros, tout ce qui dénonce les injonctions imposées à nos corps. Mais justement, les entreprises qui bénéficient de ces injonctions ont dû redoubler d'ingéniosité pour nous faire croire qu'on avait encore besoin d'acheter leurs produits. Parce que maintenant, c'est plus pour être belle ou pour être mince, c'est pour notre bien-être. You're not good enough. Buy our product. You are good enough. But you could be more good enough. Buy our product. Ainsi, des discours liés à la santé corporelle et physique sont instrumentalisés toujours pour servir cette même idéologie, mais de manière un petit peu plus insidieuse, un petit peu plus discrète. On va vous illustrer ça avec un exemple français qui est assez complexe mais qu'on trouve très intéressant. Il s'agit d'une vidéo de la youtubeuse Enjoy Phoenix, mais avant de rentrer dans les détails, il y a quand même deux choses extrêmement importantes qu'on voulait vous dire. La première, c'est que nous ne sommes pas dans la tête de Marie, donc ce qu'on va faire, c'est émettre des hypothèses. Et la deuxième, c'est que notre objectif n'est à aucun moment de shamer Marie, et encore moins de vous pousser, vous, à aller la harceler sous ses réseaux à ce sujet. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pointer du doigt un discours qui peut potentiellement être toxique et éventuellement vous aider à réduire l'impact que ce type de discours peut avoir sur vous. Oui, parce qu'en fait, comme l'explique Enjoy Phoenix dans une de ses vidéos, pour guérir de ces TCA qui comprennent de l'anorexie, elle est suivie par une psychologue et par une coach sportive qui lui a concocté un programme où elle doit aller à la salle 4 fois par semaine, faire du cardio tous les jours et alterner des périodes d'alimentation normale et des périodes dites de sèche. Si comme moi, avant de vous pencher sur le sujet, vous ne compreniez rien à ce terme, en gros, une période de sèche, c'est quelque chose qui est pratiqué par les personnes qui veulent se muscler et plus précisément, qui intervient en général après une période de gain de masse musculaire, l'objectif étant de réduire les graisses accumulées sans toucher aux muscles obtenus par le travail lors de la prise de masse. Pour faire ça, concrètement, Enjoy Phoenix réduit les calories qu'elle consomme, qu'elle explique contrôler de toute façon, car elle envoie chaque semaine à sa coach un rapport où elle explique ce qu'elle a mangé et ce qu'elle a pratiqué comme activité sportive. Et le souci potentiel avec ça... Ouais, en fait, comment vous dire, moi, j'ai été très gravement anorexique pendant de nombreuses années. J'ai été hospitalisée pour ça et j'ai même très franchement failli en mourir. Du coup, les troubles du comportement alimentaire, c'est un sujet que je maîtrise. Très bien, mais rassurez-vous, je vais beaucoup mieux. Et en fait, pendant mes années de guérison qui ont duré très longtemps, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de médecins, de psychiatres, de diététiciennes, de nutritionnistes spécialisés. Et un jour, il y a une nutritionniste chère à mon cœur qui m'a dit une phrase que je trouve très importante et qui résume parfaitement la situation. C'est que l'anorexie
est une maladie du contrôle et on ne guérit pas le contrôle par le contrôle. Or, quand on se penche ici sur le cas Enjoy Phoenix, quand on voit toute cette pratique du sport intensive et ce flicage des macronutriments, des calories, etc., on ne peut pas s'empêcher de penser que ça ressemble à du contrôle. D'autant que dans un vlog assez récent, elle a confié avoir fait l'acquisition d'une bague bien-être, qui est une bague connectée, qui va faire que, en gros, l'entièreté de son état corporel va être dataisée grâce à l'analyse constante de 20 paramètres de biométrie. Et en fait, ce que la bague va faire tous les jours, c'est qu'elle va envoyer des rapports sur comment est-ce que vous pourriez potentiellement mieux prendre soin de vous en vous reposant un peu plus, en faisant un petit peu plus de sport, etc., etc. Le tout pour la modique somme de entre 399 et 550 €. Et ce, sans compter le prix de l'abonnement qu'il faut payer tous les ans pour avoir accès à l'application qui va avec la bague. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça ? C'est parce qu'on trouve ça quand même assez ouf, assez aberrant qu'en tant que société, on en soit arrivé à un stade où on a besoin de dépenser un tiers de SMIC pour payer un objet connecté qui va nous dire comment nous reposer ou comment être plus productif. Pour revenir à cette diet culture qui est déguisée en pratique sportive intensive, Enjoy Phoenix, elle est absolument loin d'être la seule. Il y a plein d'influenceuses, par exemple des vibrations, qui ont partagé des pratiques similaires à leur communauté. Et ces communautés, elles comptent des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, qui sont des gens qui vont potentiellement voir ça comme des styles de vie aspirationnels. Et d'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, dans ces communautés, il y a bien sûr des hommes, mais c'est majoritairement des femmes qui sont de toute façon plus concernées par les régimes en France. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le patriarcat fait peser plus d'injonctions sur nos corps, du coup on y est plus sensible. C'est documenté par des centaines de sources, mais par exemple Beauté fatale de Mona Chollet. Et encore une fois, on ne connaît pas les épreuves qu'ont pu subir ces influenceuses, donc il ne s'agit pas de juger, mais simplement de vous indiquer des petits mécanismes donc de pratiques sportives intensives ou de gadgets wellness, pratiques dont bénéficient au final les entreprises comme les coachs sportifs, les salles de sport ou la marque de cette fameuse bague. Et notre constat, il est partagé par énormément d'analystes, comme par exemple une youtubeuse qu'on adore, Claire et moi, qui s'appelle Jordan Teresa et qui a récemment dénoncé la situation dans une vidéo qui s'appelle The Pilates Princess to Diet Culture Pipeline, et dans laquelle elle dit deux choses. La première, c'est que ce n'est pas nécessairement le sport en lui-même qui est lié à la diet culture, mais que c'est bien la manière dont on le met en scène, dont on le met en spectacle en tant que société sur les réseaux sociaux. Et la deuxième, c'est que justement, en parlant de réseaux sociaux, la Gen Z, c'est quand même une génération qui est pas mal obsédée par le bien-être. Et ça, on le voit notamment via certaines micro-trends comme That Girl ou encore la Clean Girl esthétique. Ah oui, parce que vraiment, ces trends, c'est l'apologie d'un lifestyle de contrôle total sur comment on mange, comment on bouge et même comment on pense, dans quel état d'esprit on se met. Il peut y avoir des choses positives à en tirer, par exemple le concept de morning routine. Moi j'ai ça au réveil et ça m'aide à me mettre dans un bon état physique et psychologique avant d'attaquer ma journée. Mais souvent c'est poussé à un tel degré d'esthétisation publique, de contrôle et surtout de consommation que ça devient rapidement complètement toxique tout en se prétendant être l'inverse. Et du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de prendre du recul sur tous ces discours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, surtout si vous êtes passionné par le sport et ou par le bien-être. Donc si jamais vous avez des soucis avec tout ça, n'hésitez surtout pas à faire appel à des professionnels de santé. Oui, et puis, soit dit en passant, ici on n'est pas du tout anti-sport. Le mouvement, c'est hyper bénéfique à l'équilibre chimique de notre cerveau. Les études estiment que c'est autour de 15 minutes et 9 secondes quotidiennes que ça change la donne. Donc n'hésitez pas à aller marcher, à danser comme des fous dans votre salon ou à prendre un Vélib, c'est toujours très relaxant comme activité. Regardez ça! Tenez-vous la main aussi et faites un barrage, comme ça ira plus vite! Allez, allez, allez! Tout ça pour dire, Flo, elle fait 10 000 pas par jour, moi je fais de la danse depuis 21 ans,
mais on vous encourage juste à vous questionner sur pourquoi est-ce que vous faites du sport, etc. Oui, et puis là, vous vous dites peut-être, bon, à part quelques exemples anglo-saxons, des influenceuses et des communautés en ligne un peu toxiques, ça nous dit rien de l'état de la culture du régime en France aujourd'hui au quotidien. Surtout que ces histoires d'Ozempic, bah c'est un truc de ricain ça, non? Alors, c'est plus compliqué que ça. Pour la suite de cette vidéo, on va s'attaquer à un sujet qui fait polémique, mais qui reste compliqué à chiffrer exactement en France, la prise de médicaments pour maigrir, à commencer par la star de ces dernières années, c'est-à-dire l'Ozempic. Mais en fait, c'est quoi ce truc dont on entend parler constamment? Eh ben l'Ozempic, c'est un médicament à base de sémaglutide qui a été commercialisé aux États-Unis en 2017 par le laboratoire danois Novo Nordisk. Ce médicament est destiné aux personnes atteintes d'un diabète de type 2 parce que sa molécule permet de contrôler le taux de glycémie dans le sang et il est réputé pour son effet coupe-faim. On peut s'en procurer en France depuis 2019 sur ordonnance et on estimait en 2022 qu'environ 215 000 personnes en prenaient. Sauf que un nombre croissant de personnes se procurent de l'Ozempic, non pas parce qu'elles sont diabétiques, mais bien dans un but détourné qui est celui de perdre du poids. On ne peut pas pointer exactement d'où vient le phénomène, mais on a de nombreuses raisons de penser que ça vient des États-Unis, ou plus particulièrement aux États-Unis à votre avis. À Hollywood. Évidemment. Vous aurez peut-être remarqué que là, ça fait quelques années qu'il y a pas mal de célébrités qui ont perdu beaucoup de poids. Eh bien, certains insiders et experts dans l'industrie pointent le fait que ce serait lié à l'usage d'Ozempic. Il y a pas mal du coup de personnes qui disent ça, il y a notamment l'actrice et activiste Jamila Jamil qui a fondé le mouvement Highway et qui disait l'année dernière « Je crains pour tout le monde dans les années à venir. Les riches achètent ces produits sous ordonnance pour plus de 1 000 $. Les diabétiques sont confrontés à des pénuries. C'est maintenant une mode à Hollywood. » Ce que ça fait concrètement aux personnes qui en prennent uniquement pour perdre du poids, eh bien c'est que ça va un petit peu foutre leur système digestif en l'air, en l'accélérant d'une certaine manière. Bienvenue au Capitole. Here. What's this? It's for when you're full. It makes you sick. So you can go on eating. How else could you taste everything? Et en fait, en suivant ce phénomène depuis quelques années, on s'est dit, mais attends, en sachant l'impact qu'Hollywood a sur notre inconscient collectif, le fait que les images circulent très vite avec les réseaux sociaux et que la France est déjà un pays bien grossophobe, est-ce que ce phénomène d'abus d'un médicament nous toucherait pas localement? Eh ben, on s'est renseigné et voici les infos qu'on a. Déjà en 2022, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estimait que 1% des gens qui prenaient de l'Ozempic sur ordonnance n'en avaient en fait pas besoin. Et sur ce genre de pratique, l'agence est très claire. Le détournement de ce médicament pour perdre du poids a un impact direct sur sa disponibilité pour les patients diabétiques et peut causer ou accentuer des tensions d'approvisionnement en les privant de ce traitement essentiel. De notre côté, on s'est aussi entretenu avec une médecin généraliste qui nous a affirmé qu'il y avait effectivement des médecins qui faisaient un peu des ordonnances d'Ozempic à tour de bras sans être vraiment très regardants. Tout simplement parce que ça leur permet de garder une certaine clientèle et de faire rentrer de l'argent. Cela dit, évidemment, c'est important de rappeler qu'on a quand même une forme d'avantage en France par rapport aux États-Unis. C'est que le fait qu'il y ait besoin d'aller voir un médecin pour avoir une ordonnance, ça freine un peu les gens. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait quelques médecins un petit peu véreux qui veulent se faire des thunes. Comme l'expliquait déjà le média 20 minutes en 2023, des pharmaciens ont constaté des ordonnances d'Ozempic pour des personnes non diabétiques, ainsi que des ordonnances falsifiées utilisées par plusieurs personnes. L'Agence nationale du médicament, donc l'ANSM, a d'ailleurs rappelé à l'ordre des médecins, leur demandant de respecter strictement l'indication de diabète pour la prescription. Notre take, c'est qu'il n'est pas encore nécessairement temps de crier à la catastrophe, mais qu'il faut rester vigilant, surtout vu les rappels à l'ordre de l'ANSM et de l'INSERM. Hello tout le monde, c'est la Claire de la post-prod. Petite précision parce qu'on a parlé des impacts de détournement par des médecins un peu véreux, mais ça va encore plus loin que ça. Libération a publié une enquête
où des personnes se procurent de l'Ozempic via un trafic digital, notamment via des groupes Snapchat, mais aussi sur Facebook, et ils prennent notamment l'exemple d'un groupe qui est belge, mais dont 100 membres sont des Français, et ce sont des personnes qui essayent de se procurer de l'Ozempic au-delà de toute ordonnance, etc., et qui vont passer par internet pour être mis en lien avec des revendeurs. Encore une fois, il s'agit de médicaments trafiqués, mais en plus c'est dangereux pour ces gens-là parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'il peut s'agir d'Ozempic. Même si le phénomène reste limité, il y a quand même plusieurs centaines de personnes dans notre pays qui essayent d'obtenir ce médicament par ces biais. En plus, au-delà du détournement de médicaments, on connaît aussi des anecdotes, par exemple d'amis qui sont diabétiques et qui ont du mal à se procurer les patchs qui évaluent le taux de glycémie, entre autres parce qu'il y a des gens qui l'utilisent pour des raisons d'évaluation, fitness et bien-être. Mais pour revenir aux médicaments, Novo Nordisk a également commercialisé le Wegovy. C'est un médicament toujours à base de sémaglutide, cette fois à destination des personnes ayant un IMC autour de 35 et plus, dans le but de les aider à maigrir. Ce médicament vient d'arriver en France et pour nous, sa réception culturelle et médiatique dit quand même pas mal quelque chose de la culture de la grossophobie, avec des discours du type « Oh là là, c'est un miracle, l'obésité, et donc sous-entendu les personnes obèses, vont disparaître ». Alors déjà, scientifiquement parlant, en termes d'efficacité, le Wegovy c'est pas non plus un produit miracle. Comme le rappelle un épisode du podcast Maintenance Phase, c'est un produit qui a des effets sur 80% des gens qui le prennent. Donc les 20% restants, ça ne fait rien. Dans ces 80%, il y en a une grande majorité qui vont perdre environ 5 à 10% de leur masse corporelle, donc c'est pas non plus quelque chose de drastique, mais quand même, sur tous les gens qui le prennent, il y en a un tiers qui vont perdre environ 20% de leur masse corporelle, donc même si c'est efficace, encore une fois, il n'y a pas à parler de miracle. Et de toute façon, ce discours, il est grossophobe. Oui, c'est ça, parce que du coup, on se réjouit à l'idée que les personnes grosses n'existent pas, plutôt que de remettre en question le fait que la grossophobie est absolument partout, et plutôt que d'essayer de construire un monde, une société qui puisse littéralement accueillir tous les corps. Notamment quand on sait que la grosseur est due à peu près à 70% à de la génétique, comme le dit le spécialiste de l'étude génétique des diabètes, Philippe Frogel. Mais c'est également dû évidemment à des facteurs socio-économiques qui vont faire qu'on va avoir plus ou moins accès à certains types d'alimentation ou pas. Et il y a d'ailleurs la géniale humoriste Marie de Brouwer qui nous en dit plus dans cet extrait. Je vous avoue, ce matin, quand j'ai lu la news, ouais, il y a un médoc contre l'obésité qui est dispo, j'ai eu une sorte de frisson, de joie et d'excitation. Genre, ça se trouve, je pourrais être mince. Oh non, 8 ans de thérapie pour accepter mon corps foutu à la poubelle. Ma psy, elle entend cette chronique, elle fait une demande de pré-retraite et elle part 3 semaines en Inde aligner ses chakras. Je sais plus. Mais t'imagines un monde sans gros, mais qui va prendre les 2 accoudoirs dans l'avion? Enfin, qui va faire des chroniques hilarantes à 17h35 sur France Inter? Et surtout, comment les minces vont faire pour se comparer et se sentir supérieurs juste parce qu'ils ont gagné à la loterie de la génétique? Il n'y avait pas de blague. Mais c'est pour ta santé hein, qu'on te fait des commentaires désobligeants, c'est pour ta santé. Écoute Christiane, t'as jamais ouvert ta gueule quand je fumais un paquet de clopes par jour et que j'ai failli dater un DJ. Alors que les DJ, c'est très mauvais pour la santé. Mais si tu maigris pas, tu vas mourir. Oui, mais toi aussi Christiane. Petite précision tout de même sur les effets secondaires de ce fameux médicament. Donc des troubles gastro-intestinaux, des douleurs abdominales, des risques de pancréatite. J'ai envie de dire, aïe. Perso, je vais continuer à ressembler à un nuage de meringue. Et c'est comme ça qu'on vous aime. Et du coup, pendant qu'on continue à stigmatiser les personnes grosses et à leur filer des médicaments qui ont des super effets secondaires, c'est Novo Nordisk qui s'en met plein les poches. Mais qui, aussi, joue avec la vie de toutes les personnes diabétiques. Parce que, depuis tout à l'heure, on vous parle de détournement par des individus et quelques médecins avec pas beaucoup de conscience. Mais est-ce que vous voulez la cerise sur ce gâteau bien périmé? Eh bien, on s'est entretenu avec Coralie Alabert qui sensibilise le public sur les questions liées au diabète. Elle est touchée par un type 1 qui nous a expliqué à quel point les malades, notamment en France, dépendaient de ce laboratoire et leur situation était très compliquée et franchement tordue. Ce qu'on peut affirmer en tant que type 1, c'est qu'on s'est retrouvé en pénurie d'insuline à cause de ce fléau pour des questions de minceur. Le laboratoire Novo Nordisk est celui qui produit l'insuline et l'Ozempic. Du coup, toutes les matières utilisées pour les stylos-injecteurs sont parties pour l'Ozempic.
Il y a quelques mois, on devait faire plusieurs pharmacies pour trouver de l'insuline car tout était en rupture. Quand tu dépends de ce liquide pour vivre, je peux te dire que c'est flippant. Et voilà, encore une fois, les grands gagnants de cette histoire, pendant que les malades galèrent et que les civils ont la pression pour maigrir, c'est les labos pharmaceutiques. Comme on peut le voir, la situation est assez inquiétante. Wellness washing, médication à outrance, roue libre des labos, etc., etc. Et bien évidemment, les médias jouent un rôle très important dans la banalisation des discours grossophobes. Mais justement, dans la mode, qui est une industrie assez majeure en France, ça fait une petite décennie qu'on entend parler d'inclusivité. Pourquoi ? Parce que justement, des personnes comme vous et moi, des consommateuristes, des personnes sur Internet, ont poussé énormément de coups de gueule contre l'industrie. Résultat, on a pu observer pas mal de petites améliorations en surface, amélioration qu'on est déjà en train de perdre. Déjà en 2022, une partie du public et certains médias ont constaté le retour d'une maigreur assez choquante chez certaines mannequins, ce qui rappelle l'esthétique héroïne chic des années 2000. On se rappelle d'ailleurs le titre intéressant du New York Post à l'époque. Cette année, le retour de Lindy Sleaze, qui est quand même une esthétique vachement blanche et mince, inquiète aussi. Oui, et puis c'est pas que dans le digital. Sur les podiums, c'est pas mieux. Par exemple, le rapport Size Inclusivity Report de Vogue Business, qui a analysé les Fashion Week de septembre et d'octobre, a déclaré que c'était l'une des pires saisons en termes d'inclusivité pour la mode. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est les Fashion Week de Milan et de Paris avec seulement 0,7% de mannequins plus size qui sont les moins inclusives, ce qui démontre encore une fois la grossophobie de notre pays. Et en plus, c'est dommage parce que Paris, c'est la Fashion Week qui a le plus gros poids médiatique et donc le plus gros impact sur nos inconscients collectifs. Et à propos de cette saison catastrophique, la journaliste de Vogue Business Lucy McGuire a déclaré « Les premières saisons du rapport, nous avons senti de réelles avancées, même si elles étaient progressives. Mais aujourd'hui, le mouvement de body positivisme s'est essoufflé dans la culture générale, le pendule étant revenu à la glamourisation de la minceur avec l'utilisation croissante d'Ozempic et le rapetissement consécutif des célébrités et des influenceurs. Et il ne s'agit pas seulement d'un manque d'inclusivité en matière de taille, nous avons remarqué une tendance inquiétante à l'extrême maigreur cette saison. Il faut faire mieux. » Pour couronner le tout, on a eu le retour sur les podiums de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret le 15 octobre dernier, qui est revenue après 6 ans de silence. Pourquoi 6 ans de silence ? Parce que déjà pour le manque d'inclusivité de la marque, mais aussi parce que son directeur a tenu des propos transphobes et a été lié à des affaires de violences sexuelles. La marque a choisi l'année 2024 pour revenir et pour célébrer la beauté de la femme. Résultat, 2 mannequins trans, ça c'est cool, 3 modèles plus size et 1 ou 2 modèles miss size qui étaient plus couvertes que leurs consoeurs skinny. Donc en termes d'inclusivité, c'est un fiasco et on n'est pas les seuls à le dire, il y a pas mal de médias qui en ont parlé et il y a notamment ce TikTok qui résume parfaitement la situation. Chef, elles se sont calmées les grosses. Mais tu déconnes. Mais je vous jure, chef, les grosses sont plus à la mode. Dieu soit loué, heureusement. Mais quel soulagement, mais quel bonheur. Ça aura pas duré trop longtemps de toute façon. Ça veut dire qu'on peut refaire notre défilé hyper problématique purée de pommes de terre. Mais attends, du coup on n'est plus obligé de mettre des grosses, ça c'est génial. Alors là-dessus, le problème c'est quand même faut en mettre 1. Ou 2 max. On en a rien à foutre, non ? Non, sinon ça va recommencer, on dit qu'on n'est pas inclusif et tout. Alors que si on met une mannequin sur tout le défilé, c'est bon, mais on n'a rien à leur faire porter puisqu'on n'est pas inclusif, on n'a pas de taille, Benoît. Ah mais ça c'est pas grave, on s'en fout, il suffit de mettre H les grammes et puis après elles sont contentes. T'es en train de me dire qu'il faut qu'on fasse du sur-mesure. Ah bah là par contre y a pas le choix parce qu'il y a absolument rien qui va aux grosses dans ce qu'on fait. Va falloir ramener toutes les anciennes là. Heureusement elles sont toutes skinny. Non mais attends, il y a Adriana Lima là qui a pris du poids. Bah va falloir qu'elle en reperde pour faire le show, sinon elle vient pas. Oh t'inquiète. Et ce qui est un tout petit peu agaçant dans cette histoire, c'est que non seulement un show qui a gangréné l'adolescence de millions de filles, levez la main si ça a empiré vos TCA, est de retour comme si de rien n'était, mais en plus, pendant l'émission, une des commentatrices s'acharnait à répéter que c'était vraiment pour célébrer la beauté de la femme et sa confiance en elle. On retrouve exactement les mécanismes qu'on vous détaillait dans notre chapitre 1,
où des entreprises vont instrumentaliser des discours autour de la santé mentale et du bien-être, alors qu'en fait, elles reposent sur l'exact inverse. Ouais, et du coup, ça me fait quand même pas mal penser au discours « Vous le valez bien » de L'Oréal, qui certes va caster des personnes avec des corps assez différents, mais qui va un peu faire du féminisme washing en accentuant le côté empowerment, puissance de la femme, etc. etc. Clairement, le culte de la minceur et des régimes n'a jamais vraiment disparu, il a juste été remixé à la sauce 2024. Notamment en France, qui est quand même un pays extrêmement grossophobe, comme on en a parlé dans notre première vidéo dédiée au mythe de la Parisienne. On n'est pas sorti des ronces. Non, effectivement, mais on espère quand même que cette vidéo vous aura permis de comprendre et de décrypter des mécanismes. Et pour mettre un petit peu de positivité dans la soupe, voici quelques pistes concrètes. Déjà, si vous pensez que vous êtes concerné par ces enjeux, on vous envoie plein de douceur et de force et on vous encourage à aller chercher des professionnels de santé qui pourront vous aider, mais aussi de manière plus anecdotique, par exemple sur les réseaux, s'il y a des comptes qui vous mettent mal à l'aise, n'hésitez pas à les mettre en mute ou à les unfollow pour vous faire du bien, mais aussi à aller suivre des contenus qui peuvent nous aider. Par exemple, je pense au compte Corps Cool sur Instagram, mais aussi tout simplement à des comptes de lifestyle qui sont très chouettes comme Super Lumos, Mariana Kofour, etc. Aussi, si vous en avez la possibilité, n'oubliez pas de bouger et globalement de faire plaisir à votre corps en mangeant des choses qui vous font du bien, en dansant si vous en avez envie, etc. En tant que personnes qui ont traversé des TCA et qui vont beaucoup mieux, le fait d'avoir une relation à notre corps qui est plus dans le ressenti des choses qu'on peut lui faire et qu'il peut faire plutôt que dans la perception et l'évaluation, ça aide quand même à aller mieux. Comme d'habitude, on est là pour discuter, donc si vous avez le moindre retour, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que visiblement vous aimez notre contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ce serait super pour le référencement et pour favoriser l'algorithme de YouTube. Bye.